Bien. Voilà. OK, donc on va démarrer. Bien, donc bonjour et bienvenue à cette conférence sur le thème du crowdfunding. Alors pour introduire brièvement cette Je crois que malheureusement, on a à nouveau perdu. Ouais, c'est étonnant. Il y a du monde, hein. Bien, je disais, pardon pour cette petite coupure, trois acteurs sont au centre de ce mécanisme de financement collaboratif: le porteur de projet qui recherche un financement, le contributeur investisseur et parfois le donateur qui souhaite investir, et la plateforme numérique qui met en relation les deux. On le sait, les difficultés d'accès au système financier traditionnel ont mis en évidence le rôle important et toujours croissant que jouent les intermédiaires financiers alternatifs tels que les institutions de microcrédit, de microfinance ou les sociétés de capital risque dans le financement des projets. Eh bien, le crowdfunding vient en quelque sorte enrichir et renforcer ce dispositif de financement alternatif. Mais au-delà de la simple levée de fonds qu'il permet, le crowdfunding est un formidable outil pour tester et valider son projet en le soumettant à une communauté d'internautes. Et c'est un moyen concret aussi de récolter des avis, des conseils, et aussi de prendre un petit peu la mesure, la température de la faisabilité du projet et de jauger un petit peu le développement du potentiel commercial du porteur du projet. Au Maroc, le financement collaboratif vient d'obtenir une consécration à travers la loi 15-18. Cette loi fait du crowdfunding un nouveau canal de financement reconnu et régulé. D'aucuns estiment qu'il s'agit là d'une avancée majeure. Est-ce qu'il s'agit pour autant d'un fer de lance qui va booster, dynamiser l'économie de l'innovation, l'économie des idées et de l'entrepreneuriat en général? Ces questions et bien d'autres seront au cœur de notre débat de ce soir. Un débat où j'ai le grand plaisir de recevoir 4 experts du domaine et que je vais présenter en commençant par Madame Salma Qabbaj. Salma Qabbaj. Salma Qabbaj, vous êtes cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab. Après 12 années d'expérience dans le conseil en stratégie et le private equity, vous vous êtes engagée dans l'écosystème start-up marocain pour accompagner l'émergence de solutions innovantes. Impact Lab est aujourd'hui un des principaux accélérateurs de start-up marocains. Il accompagne également les entreprises et les institutions publiques dans leur dynamique d'innovation en Afrique. Salma Qabbaj, vous êtes également membre fondateur de la Fédération marocaine de l'écosystème Startup et vice-présidente de la commission Startup et transformation digitale au sein de la CGEM. Vous êtes titulaire d'un bachelor en économie et finance de l'université McGill, Montréal, et d'un master en management de la London School of Economics à Londres. Salma Qabbaj, bienvenue à cette conférence. Nous aurons, c'est moi, nous aurons également le plaisir d'écouter M. Zakaria Nachid. M. Nachid est chef de la division de l'accompagnement et de la relance économique à la direction du Trésor et des finances extérieures au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Nachid, vous avez participé à la préparation de la stratégie nationale de l'inclusion financière au Maroc et vous avez contribué à plusieurs projets pour le soutien des jeunes
entreprises et des startups. Vous avez participé aussi à la préparation du projet de loi sur le crowdfunding. Vous êtes titulaire du diplôme international en administration publique de l'ENA en France, d'un master en management public de l'Université de Strasbourg, d'un un DES spécialisé en finance et banque de l'Université de Rabat Agdal et du diplôme en gestion financière et comptable de l'ENCG de Tanger. Monsieur Zakaria Nachid, bienvenue à cette conférence. Merci à vous, Naja, merci. Nous aurons également le plaisir d'écouter Sylvain Alasser. Sylvain, vous êtes fondateur et gérant du cabinet Alasser Conseil à Casablanca. C'est un conseil juridique spécialisé en droit des affaires. Vous animez de nombreux séminaires de formation sur différentes thématiques en droit des affaires, telles que la gouvernance d'entreprise, la médiation commerciale ou encore les contrats commerciaux. Vous vous intéressez de très près au crowdfunding et vous avez animé plusieurs conférences sur le sujet. Vous êtes par ailleurs médiateur agréé auprès du Centre de médiation pour l'entreprise de la CFCIM, la Chambre française du commerce et d'industrie du Maroc à Casablanca, et vous êtes également médiateur agréé du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Sylvain Lasserre, bienvenue à notre conférence. Merci beaucoup. Nous terminons avec Emmanuel Exposito. Emmanuel Exposito, vous êtes directeur de programme à H7, j'espère que je prononce bien, l'un des plus grands accélérateurs de start-up en Afrique. Vous êtes aussi membre fondateur de la Fédération marocaine du crowdfunding et membre associé du comité d'investissement d'amorçage de l'Association marocaine des investisseurs en capital. Vous êtes aussi membre facilitateur de FinTech Connector. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez mené en France depuis 1990 des activités dans le domaine de l'informatique financière au sein des sociétés de bourse dans le cadre de projets d'intégration et de refonte des systèmes d'information. Et enfin, vous avez, vous aussi, comme Monsieur Nachid, participé à la rédaction du projet de loi sur le crowdfunding. Alors, pour démarrer cette conférence, nous allons demander à chacun de nos intervenants de donner en quelques mots un petit peu son regard sur le crowdfunding en tant que mode de financement alternatif. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Madame Selma Kempech. Micro. Désolée. En tout cas, je suis ravie de participer à cette conférence aux côtés de ces autres intervenants qui sont tous des spécialistes du sujet. Donc, moi, j'aimerais vraiment apporter la perspective des startups parce que finalement, c'est le cœur de mon rôle en tant qu'incubateur et accélérateur dans l'écosystème. Le crowdfunding, c'est un élément, je dirais, qui est essentiel, une brique essentielle aujourd'hui dans la chaîne de valeur du financement de l'entrepreneuriat au Maroc. Aujourd'hui, effectivement, on dispose de certains éléments. Il y a le programme InnovInvest qui a été mis en place par la Caisse centrale de garantie il y a 2 ou 3 ans. Mais dont on n'a pas beaucoup de visibilité sur la suite et la pérennité finalement. On a également certains fonds d'investissement de venture capital qui ont été structurés dans le cadre de ce programme InnovInvest, mais qui interviennent à des stades de développement des projets qui est assez avancé, en général avec des tickets d'investissement qui démarrent autour de 5 millions de dirhams. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. On commence à avoir certains acteurs, grandes entreprises qui financent l'écosystème start-up, certains projets, bon, mais leur périmètre d'intervention reste relativement limité. Donc aujourd'hui, l'instrument du crowdfunding va vraiment permettre de démocratiser l'accès au financement pour les porteurs de projets au stade de préamorçage et d'amorçage. Et ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir continuer à construire une pipeline de projets entrepreneuriaux solides qui vont finir par alimenter
les investissements des VC marocains et internationaux. Merci beaucoup, Selma. Je vais m'adresser à Zakaria Nachid. Donc, la même question. Quel est votre regard sur ce nouvel outil de financement? Merci aussi de ma part. Je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous et de partager plus ou moins un retour d'expérience sur cet instrument. Donc, au risque de répéter ce qu'a précisé Selma, c'est tout à fait l'objectif. Donc, il s'agit d'un outil additionnel pour supporter les jeunes entreprises, les startups, mais aussi dans une vision plus globale d'interagir avec tout ce qui concerne le développement du digital et d'offrir un instrument qui intervient à un moment critique de la vie d'une entreprise ou d'une start-up, notamment la création, l'amorçage. Et donc, comme on sait aujourd'hui, comme ça a été présenté, il y a une panoplie d'instruments de financement qui concourent justement à faciliter et à permettre de répondre à l'une des problématiques, parce qu'il ne faut pas réduire la problématique au financement, mais à l'une des problématiques qui est l'accès au financement. Bien sûr, il y a d'autres volets aussi importants, hein. On aurait peut-être l'occasion d'en discuter, tout ce qui concerne l'accompagnement, la préparation des projets, qui sont aussi importantes. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau instrument qui est en cours de mise en place, il permettrait de diversifier et de multiplier les chances de financement et d'avoir une palette plus large. C'est ça l'idée. Donc, il y a plusieurs sources de financement et le crowdfunding, il permettrait de répondre à cette catégorie je dirais, de start-up, de jeunes entreprises, parce que le crowdfunding, c'est pas uniquement la start-up. Aujourd'hui, le focus elle est mise sur le start-up et la création, mais aussi il permet de financer des projets créatifs, d'innovation et ainsi de suite. Donc, ça constitue une palette plutôt très, très large et assez étendue. Merci beaucoup, c'est très clair. Emmanuel Exposito, peut-être un mot sur le crowdfunding d'une manière générale. Donc, Zakaria Nachid nous dit que c'est un outil qui vient s'ajouter à toute une panoplie d'instruments déjà existants. Quel est votre point de vue sur ce nouvel outil, justement? Écoutez, alors tout d'abord, je voudrais remercier l'ESCA pour l'initiative de cette conférence. Auparavant, je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur le projet depuis quelques années maintenant, que sont évidemment l'équipe de Zakaria Nachid avec Hicham Talbi à la direction du Trésor, que sont le service économique de l'ambassade des États-Unis avec Michael Donsel qui a fait du lobbying. Ils ont organisé la première conférence sur le crowdfunding à Rabat en 2016 déjà, en faisant venir Jason Best. Les juristes qui travaillent encore sur les sujets, à savoir Omar Sayar, Mehdi Mexari, Mariam Salam, notamment, qui ont travaillé, et Mehdi continue à travailler sur les décrets d'application, les acteurs, qui n'existent plus aujourd'hui, faute d'opération, à savoir, je pense à Arnaud Pigné de Smile & Co, je pense à Eric Marty, effectivement, qui est le fondateur d'Affinity, et puis un ami, Amin Azaz, qui est effectivement le fondateur d'Archeven, mais qui a bien voulu prendre la première présidence de la fédération de crowdfunding, créée autour de groupes de travail initial. Ensuite, effectivement, le texte de loi porte sur le don, sur le prêt et sur l'investissement. Aujourd'hui, on est plus focus par rapport à la thématique de la start-up, essentiellement sur l'investissement, mais aussi sur le prêt. Ça peut être aussi intéressant en amorçage d'avoir du prêt, un crédit d'amorçage pour pouvoir ensuite faire un effet de levier et valoriser son projet et ensuite aller chercher des fonds auprès d'investisseurs. Donc oui, c'est un complément de financement, dans la chaîne de financement. Ça rentre dans la phase de ce qu'on appelle la vallée de la mort, souvent dans les projets de start-up. Et espérons qu'il soit opérationnel assez rapidement maintenant pour pouvoir l'utiliser, tout simplement, opérer. C'est peut-être le seul défaut de ce projet, c'est qu'il n'ait pas été testé auparavant dans une sandbox, par exemple, avant de valider un texte de loi qui reste hypothétique pour le moment. Voilà. Merci Emmanuel. On va boucler ce premier tour de table avec Sylvain Alasser pour, disons, nous donner son regard là aussi sur
ce mécanisme de financement qu'est le crowdfunding. Oui, alors moi, je vais effectivement remercier l'ESCA et toi, Sharaja, de m'avoir convié à ce panel. Alors, beaucoup de choses ont été dites, alors un peu difficile d'apporter d'autres éléments, mais je vais quand même me risquer à l'exercice. Je vais pas avoir un regard investisseur, mais plutôt je vais regarder ma casquette de juriste, puisque effectivement des juristes sont intervenus également dans le travail, pour rappeler qu'il y a effectivement il y a un historique à ce texte, qui est le fait qu'on avait un cadre juridique, qu'on a toujours un cadre juridique qui ne permet pas effectivement des opérations de crowdfunding au sens où on l'entendait habituellement en Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ce cadre, il est là. Donc ça, c'est déjà un point important. Je rajouterai qu'effectivement, il permet d'avoir des opérations, d'aller chercher aussi du financement non seulement au Maroc, mais à l'étranger. Donc ça, c'est aussi un point important. Bien sûr, dans le respect de la réglementation des échanges. Donc on voit que le texte vise aussi la diaspora marocaine à l'étranger. Je pense que c'est un point important à signaler. Et puis, ça a été dit par M. Nachid. Effectivement, là, on a un focus sur les startups, l'innovation, mais le crowdfunding s'adresse aussi bien aux activités lucratives qu'aux activités non lucratives. Et effectivement, l'intérêt du don est ici. Donc, on est sur un texte qui est très large, dans son étendue géographique, dans son contenu opérationnel. Et puis, moi, en tant que juriste, effectivement, je pense que c'est un texte qui me semble bien équilibré et je pense qu'on pourra aborder ce point ultérieurement. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Et ça nous fait une très bonne transition avec la première thématique que nous allons évoquer, à savoir justement le cadre juridique du crowdfunding au Maroc. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Zakaria Nachid dans un premier temps pour présenter un petit peu les grandes lignes de ce cadre juridique qui a été mis en place à travers la loi 15-18 et nous dire aussi quelles étaient les ambitions, les objectifs du législateur à travers ce texte législatif. C'est à vous, Monsieur Zakaria Nachid, s'il vous plaît. Merci, Raja. Donc, peut-être, je vais rebondir sur ce qui vient de dire par mes collègues et aussi sur un point très important. Merci Emmanuel de le rappeler. Donc, la loi collaborative, elle a été faite sur la base d'un travail collaboratif. Donc, déjà, c'était le fruit d'un travail de concertation et de dialogue avec toute l'équipe dans le cadre d'un groupe de travail. Et donc, l'idée de dire quel modèle il fallait développer pour le crowdfunding au Maroc. Quel contexte pouvons-nous faire pour réussir cet instrument qui connaît un développement assez important dans d'autres pays, comment profiter de tout son potentiel. D'où l'importance du travail collaboratif qui a été fait avec l'équipe de Emmanuel, avec d'autres intervenants qui ne sont pas présents aujourd'hui et qu'on tient à remercier. Et comme vous savez, lorsqu'on part vers la régulation de nouvelles activités, beaucoup de questions se posent. Parce qu'il faut réguler du côté des demandeurs et plutôt des contributeurs, réguler par rapport aux porteurs de projets. Et donc, il fallait faire un équilibre par rapport à tout ce monde et aussi créer de la confiance. C'est-à-dire parce qu'un cadre de loi, il faut qu'il crée de la confiance, qu'il crée des obligations et de droits par rapport à chaque acteur et aussi donner un certain nombre de clarté. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un niveau de texte de loi. Emmanuel l'a cité. Il faut confirmer ce modèle. Il faut le déployer. Il y a les textes d'application qui vont venir par la suite. Mais il y a tout un exercice qui a été fait dans le cadre de loi de mettre l'infrastructure de ce nouveau instrument en créant, c'est-à-dire des modèles qui puissent être valables, pérennes et qui puissent répondre à la finalité même de cet instrument. Parce que tout le monde l'a souligné, c'est une finalité d'inclusion financière. C'est de créer un nouveau instrument qui permet de répondre à des besoins d'un certain nombre de segments et d'acteurs. Et donc, pour être plutôt allé dans l'essentiel et des dispositions de la loi, donc la loi, toute une loi bien sûr, elle définit qu'est-ce qu'on entend par le financement collaboratif. Donc, c'est une collecte de fonds à travers une plateforme numérique auprès d'un large public. Et donc, la spécificité du crowdfunding, c'est qu'il est un réceptacle de plusieurs types d'instruments. D'une part, on a le don, d'une part, on a l'investissement, et d'autre part, on a tout ce qui est prêt. Et tous ces instruments, ils sont régulés par des textes particuliers.
Si on prend par exemple les prêts, ça relève du monopole bancaire. Pour donner des prêts rémunérateurs en contrepartie d'une rémunération, il faut avoir un agrément. Pour faire un APE, c'est-à-dire un appel public à l'épargne au prix du public, il faut respecter une loi. C'est la loi sur l'appel public à l'épargne. Pour le don, de la même manière. Et donc, cette loi, elle est venue pour ouvrir la possibilité de réalisation de toutes ces opérations, bien sûr en créant des exemptions et aussi en adaptant l'outil, ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, par rapport aux acteurs qui vont agir dans cet écosystème. C'est-à-dire, on ne va pas créer les mêmes obligations pour un appel public à l'épargne, pour une structure qui n'a pas les mêmes capacités d'une grande entreprise, mais c'est essayer de faire je dirais, une adaptation des exigences et aussi, d'un autre côté, assurer l'équilibre vis-à-vis et la sécurité vis-à-vis des contributeurs. C'est-à-dire, la loi, elle a fait, le législateur, c'est un équilibre entre les exigences, je dirais, de sécurité et les exigences de flexibilité. Et bien sûr, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le fruit d'un dialogue, d'un travail collaboratif avec les acteurs qui ont, en quelque sorte, été les premiers porteurs de ce projet de loi pour le faire aboutir. Et donc, la loi, elle prévoit, il a créé ce qu'on appelle la notion de société de financement collaboratif. C'est l'acteur principal qui va créer les plateformes, que ce soit des plateformes investissement, des plateformes en quelque sorte prêt ou don. C'est la société qui va être l'interlocuteur entre le porteur de projet, c'est-à-dire un porteur lambda qui a une idée, qui veut financer ce projet, et avec les contributeurs qui sont en quête de financement selon leur finalité. Si on est dans la logique don, c'est bien sûr c'est des contributions à dépenses définitives. Si on est dans une logique investissement, c'est des investisseurs qui vont prendre des participations ou dans une logique prêt. Et donc, cette société, elle a un certain nombre d'obligations pour fonctionner. Il faut qu'elle soit agréée pour tout ce qui relève du prêt et du don par la Banque centrale, pour tout ce qui relève du domaine de l'investissement par l'autorité marocaine de marché de capitaux. Et elle doit établir ce qu'on appelle un règlement de gestion qu'elle doit agréer justement, qui définit un certain nombre de principes de fonctionnement en termes des modèles de contrat, par exemple, de notes d'information sur le projet et ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un cadre global qui permet de mettre en place, je dirais, les bases de démarrage de cette activité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet instrument, il va agir dans un écosystème. Et donc, pour le développement d'un nouveau instrument, toujours la loi et la nécessité un débat. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail pour la finalisation des textes pour qu'ils puissent produire, comme a dit Emmanuel, pour que les acteurs puissent porter le projet. Et je pense aujourd'hui, à travers tout ce qui fait et l'engouement suite à la crise, on voit que le digital, il était porteur d'opportunités. Le crowdfunding, il peut aussi être porteur d'opportunités pour ces jeunes entreprises. Oui, merci beaucoup, Zakaria Lachid, pour toutes ces clarifications et pour ces précisions. Alors moi, ce que je retiens en gros, c'est que la jeunesse de la loi a été un petit peu facilitée parce que vous avez travaillé dans un esprit d'interdisciplinarité. La loi a cherché à créer, si j'ai bien compris, un équilibre entre les intérêts en présence et d'instaurer aussi une confiance pour crédibiliser le système, surtout au niveau du démarrage. Et vous avez cité un petit peu les règles qui sécurisent un petit peu l'ensemble du dispositif. Vous avez aussi parlé de flexibilité et j'aimerais bien savoir quelles sont les dispositions prévues dans ce corpus juridique qui illustrent cette flexibilité. La flexibilité, aujourd'hui, la loi, elle prévoit un certain nombre de dispositions parce que dans ce qui est prévu dans la loi, on a défini, par exemple, un montant annuel de ce qui peut être mobilisé de 10 millions de dirhams, avec un plafond pour projet qui ne devrait pas dépasser les 20 millions de dirhams. Et donc, qu'il est prévu que par un texte réglementaire, que ce plafond, sans dépasser ce plafond, devrait être déterminé. Donc déjà, on peut changer en fonction de l'évolution du marché ces plafonds-là en fonction des besoins, de l'appétit et de la nature des projets qui vont être portés. Aussi, la loi, elle a permis pour une société de financement collaboratif, sous réserve d'agrément, de gérer plusieurs plateformes. Donc, il sera pas une société ne sera pas monoplateforme. Elle peut avoir plusieurs types de plateformes à
à gérer. Et bien sûr, les délais en termes d'agrément, ils sont précisés au niveau de la loi, que ce soit du côté de la MMC ou du côté de la Banque centrale. Bien, alors je vais me tourner vers Selma Khabbej. Alors, j'aimerais bien, si vous permettez, Selma, peut-être si vous pouvez nous dire quelques mots sur Impact Lab, parce que nous avons des start-upers et des jeunes entrepreneurs ou des jeunes qui veulent se lancer un petit peu dans le système des start-up. Et si vous pouvez d'abord nous dire quelques mots sur ce que vous faites en termes d'accompagnement de l'innovation dans votre secteur. Avec plaisir. Donc, Impact Lab, c'est un accélérateur de start-up et d'innovation établi à Casablanca depuis 2015. Pour les entrepreneurs, en fait, nous offrons vraiment une plateforme complète d'accompagnement qui permet finalement d'accélérer le passage d'une étape à l'autre du développement des projets. Donc, un projet qui va venir chez nous avec un prototype, un premier prototype, on va l'accompagner pour valider ce prototype-là par rapport à un besoin de marché. On va permettre à l'entrepreneur de faire évoluer son prototype jusqu'à arriver avec une solution prête à être déployée sur le marché et on va l'accompagner dans cette première phase de démarrage commercial. Et quand je dis on va l'accompagner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrepreneur va avoir accès à de la formation parce que l'innovation, c'est une série de méthodologies aussi et d'outils en fait pour gérer l'innovation. L'entrepreneur va avoir accès à de l'expertise à travers du coaching individuel pour construire le business model de sa startup, mais aussi de l'expertise technique ou spécifique sur des domaines juridiques, financiers, etc. L'entrepreneur va aussi avoir accès à nos réseaux de clients potentiels, à nos réseaux d'investisseurs potentiels et à du financement à travers les outils mis en place par la Caisse centrale de garantie à travers le programme InnovInvest. Donc, on offre un financement qui peut aller jusqu'à 700 000 dirhams de subventions et de prêts d'honneur par projet accompagné. Et du coup, excusez-moi, depuis 2015, on a accompagné à peu près 240 entrepreneurs sur 17 pays africains. Merci. Alors, dans ce contexte, le dispositif juridique établi par la loi 1518, qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée dans ce contexte où vous avez aussi un travail, un effort à faire que vous faites auprès de ces jeunes startups pour leur faciliter l'accès au financement? Quel est l'apport de cette loi d'après vous? Bien sûr, on parle d'une loi et d'un cadre juridique qui est en cours d'achèvement, comme l'a précisé Zakaria Nachid, puisqu'on attend toujours les textes d'application qui vont venir. Mais une fois que ce dispositif juridique sera complet, quel changement il peut apporter au niveau du financement pour ces startups? Selma Khabbej. Alors aujourd'hui, en fait, effectivement, les startups, comme je disais, ont accès à du financement sur leur période de pré-amorçage. Des financements qui peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts qui vont à peu près jusqu'à 700 000 dirhams maximum. Et ensuite, c'est la vallée de la mort. et là, on se retrouve dans une situation où des startups qui sont en fait à un moment critique de leur vie, c'est-à-dire la période où elles doivent lancer leurs produits sur leur marché. Et donc, c'est un moment où les investissements nécessaires sont quand même importants pour faire décoller l'activité. Et bien en face, elles n'ont aucun outil de financement qui soit aujourd'hui structuré sur le marché marocain. Et c'est là où finalement le crowdfunding peut avoir un impact majeur en donnant accès, comme vous avez dit en introduction, en permettant par exemple de faire des préventes des produits auprès du grand public, ce qui permet de tester le marché, mais aussi de générer du BFR finalement pour financer les premières les charges opérationnelles.
Ce crowdfunding va également permettre de lever du financement auprès d'investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, finalement, on est dans un périmètre de typologie d'investisseurs qui est assez restreint sur le marché marocain. On a les fonds de VC, on a le financement étatique, on a quelques business angels qui sont aussi de profils assez similaires. Mais aujourd'hui, à travers le crowdfunding, on pourrait aller cibler un type de population qui ne sont pas forcément des gens très fortunés, mais ce sont des gens, des hauts cadres qui ont de l'argent de côté et qui ne veulent pas investir dans de l'immobilier locatif, par exemple, et qui sont à la recherche d'investissements qui vont leur permettre d'être en contact avec des jeunes dynamiques sur des nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, effectivement, ça donne accès à une source de financement qui est nouvelle et qui potentiellement peut être très intéressante pour les startups parce que ça apporte pas uniquement du financement, mais aussi des nouveaux réseaux, de l'expérience, des atouts en fait qui vont venir renforcer la compétitivité de la startup. Mais souvent, en fait, et c'est ce qui se passe dans d'autres pays, et d'ailleurs, il y a une question sur le chat à propos de ça, souvent on a des incentives fiscales qui viennent justement encourager cette dynamique d'investissement. Aujourd'hui, les incentives fiscales pour l'investissement dans les startups qui existent au Maroc sont assez limitées, compliquées à mettre en œuvre et finalement très peu utilisées par les investisseurs sur le marché marocain. Merci Selma, je m'adresse à nouveau à Sylvain. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose au sujet du cadre juridique, ses particularités, voilà, si vous avez vraiment un mot pour compléter non, il y a tellement de choses à dire. Je préfère éventuellement, par rapport à la partie que je traiterai, aborder, effectivement, j'aborderai le cadre juridique à travers un angle de lecture, donc je préfère me réserver pour ce moment-là. Très bien. Alors, Emmanuel Exposito à ce moment-là. Donc, la question que je souhaiterais vous poser, qui a un trait au cadre juridique toujours, est-ce que ce cadre qui a été retenu par le législateur marocain se rapproche des règles juridiques qui un petit peu encadrent le crowdfunding dans d'autres pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, et dernièrement, il y a une réglementation au niveau de l'Europe, je crois, qui est entrée en vigueur le 10 novembre 2021 et qui vient cadrer aussi ce type de financement. Alors, je n'ai pas forcément toute la connaissance de tous les textes de loi. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence entre les pays qui sont de source anglo-saxonne, ou de législation anglo-saxonne, et de législation plutôt francophone. Les plus belles plateformes sont, alors je vais parler essentiellement de l'equity, que je connais un peu plus, sont britanniques et israéliennes. Ce sont les deux modèles qui réellement sont leaders depuis des années. Il faut savoir également, notamment en France, les plateformes ont commencé à opérer avant que la loi sur le crowdfunding soit votée, 2014 de mémoire, mais depuis 2011, il y avait déjà des plateformes qui opéraient, qui ont permis effectivement de maîtriser un petit peu plus la pratique. Néanmoins, en fonction des activités, que ce soit dons, prêts ou equity, les États-Unis ont libéré l'equity très tardivement, en 2015, alors qu'il y avait des grosses plateformes qui étaient sur le don ou sur le contrepartie, pardon. En Asie, vous avez beaucoup plus de prêts, de plateformes sur le prêt. Mais encore une fois, alors, je ne sais pas si on va parler tout de suite des défauts ou des manques de la loi, mais je voulais rebondir sur l'incitation fiscale, puisque c'est Salma qui en a parlé, je crois.
On a fait une proposition, lorsqu'on a remis le texte, enfin, notre projet de texte de loi auprès du ministère, c'était en mars 2016, juste au moment de la conférence, on avait mis en annexe une proposition justement pour mettre en place des incitations fiscales, des dérogations fiscales, m'avait dit un ministre à l'époque, pour justement inciter les contributeurs à investir dans les projets sur les plateformes de crowdfunding ou ailleurs d'ailleurs. Mais bon, effectivement, comme l'a dit Salma, c'est plutôt des mécanismes qui sont très très compliqués. Je serais curieux de savoir qui l'utilise à l'inverse des dérogations fiscales qui sont dans le secteur de l'immobilier, par exemple. C'est là-dessus que le bas blesse aujourd'hui, je pense, pour pouvoir inciter davantage les citoyens et les citoyennes marocaines à investir dans des projets de start-up en l'occurrence, ou des projets d'entreprise en général, ou des projets sociaux également, artistiques, etc. également. Donc voilà, ce que je voulais dire comme ça à chaud. Alors, merci Emmanuel, on va rester avec vous parce qu'on va aborder le deuxième sujet de notre conférence, à savoir le business model des plateformes de crowdfunding. Alors on le sait, la plateforme, c'est la clé de voûte du système et c'est l'élément central de ce mode de financement puisque c'est elle qui va favoriser la rencontre entre le financé et la foule. Et donc il est primordial qu'on puisse saisir et appréhender le modèle économique de ces plateformes. Et la question qui se pose, c'est en quelque sorte de savoir comment ou quelles sont les caractéristiques du business model de ces plateformes. On sait déjà qu'ils sont dans le numérique, mais qu'est-ce qui permet de caractériser ce business model? Et surtout, est-ce que leur business model est viable? Est-ce qu'il est pérenne? Parce qu'on a entendu par-ci par-là qu'il y avait quand même des plateformes qui avaient disparu, qui avaient un petit peu, qui étaient tombées en faillite. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui est un petit peu exagéré, ou bien est-ce que les plateformes peuvent assurer la pérennisation de leur business model? Alors, les business models sur les plateformes, ils sont soit à titre gratuit, donc il y a un financement de subvention qui peut venir d'institutions publiques, soit ce sont des commissions sur les opérations, soit ce sont des montants forfaitaires. Donc un forfait de publication sur une plateforme et puis un forfait de levée de fonds, par exemple. Alors, si vous parlez des plateformes qui ont disparu, c'est peut-être les plateformes des acteurs qui étaient présents au Maroc, effectivement, qui ont disparu faute de pouvoir opérer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, on constate en France que, je crois qu'il y avait en France, il y a à peu près 200 plateformes au dernier trimestre 2021 qui étaient référencées. Certaines d'entre elles se sont orientées vers du crowdfunding immobilier. Donc, c'est un petit peu une déviation du système et de l'activité. Certaines ont été rachetées. Alors, je pense à La Poste qui avait racheté il y a 2 ans, je crois maintenant, une plateforme dont j'ai plus le nom en tête. Les plateformes qui fonctionnent sont plus sophistiquées en termes de modèles. Je pense à OurCrowd en Israël qui effectivement a pu emmener jusqu'au Nasdaq certaines startups. Mais qui a créé un index, le C50, vous pouvez investir dans des parts de cet index. Il y a des choses qui sont assez un peu plus sophistiquées. Vous avez Crowdcube en Angleterre qui, en 3-4 ans, a financé, je sais, plus de 300 projets, autour de 300 000 € à peu près par projet, qui a généré 9 000 emplois à peu près. Donc, c'est pas anodin. Après, écoutez, l'avenir nous dira si le marché marocain est aussi sensible à ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le crowdfunding est né de la crise des subprimes, d'un manque de confiance vers les établissements financiers classiques et de la mise en place de liens directs entre un citoyen et des projets à investir, ou à contribuer en tout cas. Ça, c'est essentiel à bien comprendre que c'est un mécanisme qui est né de ça. Donc, est-ce que le citoyen marocain pourra adhérer à ce type de modèle? On ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas testé. Espérons.
Merci beaucoup. Alors, je vais me revenir vers Zakaria Nachid au sujet de cette question du business model. Est-ce que lors de l'élaboration de la loi, on avait comme objectif ou comme souci de veiller à la fiabilisation ou à la pérennisation de ces plateformes? Et si oui, comment cela s'est traduit dans le texte? Merci pour la question. Je pense aujourd'hui, comme ça a été, je pense, déjà cité, on est en train de déployer un nouveau instrument. Et donc, lorsqu'on parle d'un nouveau instrument, déjà, le point de départ, il y a un benchmark qui a été fait pour voir les modèles, les best practices qui sont sur le plan international pour pouvoir les transposer sur le contexte marocain. Parce qu'il y a des modèles qui peuvent marcher ailleurs, mais si on les exportent en l'état, ils peuvent ne pas fonctionner à l'image de ce qui a été prévu initialement. Donc, je pense que la notion de viabilité et de modèle, elle était toujours omniprésente. D'ailleurs, dans les discussions techniques, que ce soit avec les acteurs, que les partenaires qui ont porté le projet. D'ailleurs, dans la loi, on prévoit deux types d'activités. Donc, il y a l'activité principale qui est de gérer des plateformes, mais aussi il y a des activités connexes que la société de financement collaboratif peut exercer. C'est pour justement élargir le spectre, je dirais, de fonctionnement de ces sociétés de financement collaboratif et introduire l'idée d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, comme ça a été présenté tout à l'heure par Slima, il y a un volet accompagnement qui est primordial pour ces jeunes porteurs de projets. Il ne suffit pas d'avoir une idée pour dire, voilà, je la présente sur la plateforme de crowdfunding, par exemple, mais il y a tout un process en amont pour affiner le projet, pour qu'il soit présentable, pour préparer la note d'information. Donc déjà, la loi, elle permet cette ouverture et d'élargir le spectre des activités qui peuvent être exercées par ces sociétés de financement collaboratif et qui peuvent faire l'objet d'une facturation entre, que ce soit de la part des contributeurs, de la part des porteurs de projets, bien sûr dans la logique, je dirais, de préservation des intérêts de chacun et d'autres, mais à la base de la préparation de la loi, il y avait toujours ce souci de viabilité des modèles économiques parce que ces sociétés, ils doivent survivre, ils doivent payer des charges, ils doivent avoir un chiffre d'affaires pour pouvoir honorer toutes les charges qui sont induites, que ce soit dans le cadre du respect de leurs obligations en termes, je dirais, d'exercice de leur activité, mais aussi en termes, je dirais, de leur expansion et développement. Et alors, sur ce point-là, j'aimerais bien, Sénachid, que vous me disiez, par exemple, comment les plateformes peuvent, avec les règles qui ont été posées, limiter, par exemple, le risque ou le taux de défaillance des porteurs de projets, parce que, vous en convenez, le contraire risquerait de freiner l'appétit des investisseurs et des contributeurs. Là, je pense que vous mettez le point sur un point très important, parce que on est dans une activité, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat ou de porteur de projet, le risque, c'est quelque chose qui va avec. Mais je pense dans la loi, ce qu'elle a fait, c'est l'information. Il faut donner de l'information aux contributeurs et aux investisseurs, c'est-à-dire aux financeurs. C'est pour ça que dans la loi, il y a un certain nombre d'indications. Par exemple, dans la loi, les plateformes sont obligées de démontrer le taux de défaillance des projets qui ont été soutenus dans le cadre de cette plateforme. Aussi, la société de financement collaboratif, elle doit présenter la note d'information, c'est-à-dire la note sur le projet, en montrant les caractéristiques et tout. La décision d'investissement, ça relève, ou de financement, ça relève toujours du contributeur. C'est lui qui dit, est-ce que je pars ou je pars pas? Mais le plus important, c'est lui donner et de lui présenter toutes les informations sur le projet et qu'il ne soit pas vraiment dilué. Et d'ailleurs, ça devrait être un élément de compétitivité entre les plateformes parce que lorsqu'on présente un projet sur une plateforme, c'est que derrière, la société de financement collaboratif, elle a déjà fait des due diligence en amont pour s'assurer, pour dire le projet, il a été travaillé, on le présente sur la plateforme. Déjà avant que la société ou la plateforme accepte de présenter un projet au financement, au profit de je dirais, de sa population de contributeurs. Parce que dans les modèles, on voit que chaque plateforme, elle développe des relations par rapport à des populations ciblées. Et donc, il y a une relation de confiance qui se lie.
Et déjà, lorsqu'on a introduit cette notion de taux de défaillance et de présenter cet indicateur, c'est quelque chose d'indication pour le contributeur pour lui dire que c'est risqué, attention, vous risquez de perdre tout votre argent, mais aussi en parallèle, lorsqu'on parle de risque, il y a d'opportunités. Vous pouvez démultiplier votre investissement de base. Mais synthétiquement, le plus important, c'est l'information. Il faut que le contributeur prenne sa décision en ayant tous les ingrédients d'avoir une décision rationnelle, qu'il n'y ait pas vraiment, qu'on lui cache pas c'est-à-dire des données assez importantes, qu'il n'y ait pas de l'information mensongère et ainsi de suite. Et là, la CFC, elle a un rôle aussi en termes d'accompagnement des porteurs de projets qui vont passer par la plateforme. Très clair. Et ça m'amène peut-être à une question que je souhaiterais poser à Salma Khabbej. Zakaria Nachid vient de nous dire que les plateformes vont être mises en concurrence, c'est tout à fait normal. On est dans la liberté du commerce et de l'industrie. Et donc là, d'après vous, quels sont les éléments qui vont faire en sorte que telle ou telle plateforme va avoir un avantage compétitif, va se démarquer et attirer un maximum d'investisseurs ou de contributeurs? Alors, avant de répondre à cette question, moi, je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est que la loi telle qu'elle est conçue aujourd'hui, effectivement, amène des éléments assez structurants pour sécuriser les investisseurs. Et ces éléments structurants impliquent notamment un certain niveau de capital requis pour les sociétés de gestion, un certain des structures de contrôle, de reporting assez conséquents. Et du coup, pour moi, ça soulève deux questions par rapport à la pérennité du business model et à la qualité des services qui seront proposés. D'abord, la question, c'est quel type d'acteurs, en fait, vont avoir la capacité de mettre en place ces plateformes-là. Et je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, ces plateformes ne sont pas juste une question d'apport de financement, ce sont aussi des plateformes qui sont supposées apporter un accompagnement pour ces porteurs de projets. Et ça va être important justement qu'on ait les bons interlocuteurs en face des porteurs de projets qui vont soumettre leur projet à travers cette plateforme-là. Et la deuxième question, finalement, c'est de dire est-ce que dès le démarrage, on va être en mesure de créer une dynamique assez importante au Maroc pour arriver à générer du chiffre d'affaires pour ces plateformes-là qui va pouvoir matcher les dépenses opérationnelles qui seront nécessaires pour la mise en place de ces mécanismes de protection, j'ai envie de dire. Et donc ça, pour moi, ce sont deux questions fondamentales auxquelles on va répondre une fois que ça sera mis en place. Hein, mais je pense que dans la logique d'incitation à l'utilisation du crowdfunding, un mécanisme de support et de soutien aux acteurs qui souhaiteraient développer cette activité-là, en sachant que cette activité ne sera certainement pas rentable sur les premières années. Je pense qu'il est important à considérer, en sachant que M. Dachid parlait des services d'accompagnement. En tant qu'incubateur, et je pense qu'Emmanuel peut confirmer ça, ce n'est pas le business model qui est le plus simple non plus. Et c'est très compliqué de trouver des personnes qui sont prêtes à financer l'accompagnement qui est déployé pour les porteurs de projets. Merci Salma. Alors, on va passer à la troisième thématique de cette conférence. Si je peux dire juste un petit mot. Oui, bien sûr. Allez-y, pardon. Allez-y, Emmanuel. Je confirme ce que dit Salma, mais je voulais revenir sur les modèles parce que une plateforme de crowdfunding, c'est une marketplace. Donc, il y a un avant et un après. Et là, on est en train d'empiler un certain nombre de métiers
d'accompagnement, etc., de la due deal, un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément, qui sont pas naturellement, qui ne sont pas naturellement liées à l'activité de crowdfunding. Ce que je veux dire par là, c'est que le taux de défaillance, ça ne devrait pas être, pardon, le rôle de la plateforme de gérer ça. Puisque une fois que le deal est fait, une fois que l'investisseur a investi, après, vous avez le suivi juridique et comment dirais-je, des actionnaires, Assemblée générale, etc., qui est réalisé post-opération. C'est une opération de financement. Attention, il faut bien, alors c'est un sujet, c'est un débat qu'on a eu aussi avec le ministère, mais il faut bien séparer les choses. Une opération de crowdfunding, je parlais encore d'investissement, effectivement, ça permet d'avoir autour de soi un groupe d'investisseurs qui vont mettre des petits tickets que l'on va gérer dans un comité stratégique, par exemple, et qui vont apporter à la fois des possibilités d'ouverture de marché, de soutien à la stratégie, à la vision de la start-up, mais c'est hors plateforme. Donc il faut bien séparer les choses. L'activité de crowdfunding, de financement collaboratif, c'est une opération de levée de fonds ou de prêt ou de don, mais c'est ponctuel dans le temps. C'est-à-dire que on ne devrait pas avoir à gérer la suite. Alors, je fais peut-être une petite exception, c'est que le prêt, effectivement, il faut mettre en place une notion de remboursement. Donc, c'est effectivement la plateforme doit gérer ça. Mais en investissement, non. Vous avez une opération, vous avez la start-up peut faire appel à son conseil juridique pour la partie, comment dirais-je, tout ce qui est cadre juridique, justement. Ce sont des choses qui sont importantes. C'est une marketplace avec une communauté de contributeurs et des projets sur lesquels on investir. La due deal, c'est pareil, c'est la communauté qui l'a fait. La due deal, c'est pas la plateforme. La due diligence, c'est la communauté. Plus, je vais être simpliste, plus il y a de likes sur un projet, donc plus il est intéressé par cette communauté, plus la due deal, naturellement, je dirais, plus le projet est intéressant et plus il va être porté et financé. Il y a effectivement un minimum sur le plan peut-être légal au niveau des porteurs de projets, etc. Mais il faut bien mesurer les différentes activités d'une plateforme. C'est là où peut-être le texte de loi est un petit peu sévère. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Ok, on y reviendra, mais on a bien compris votre idée, Emmanuel, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui à noyau dur un cœur de métier, un core business de la plateforme qui est le crowdfunding. Et donc, il faut raisonner à partir de là, effectivement. Bon, maintenant, vous avez des plateformes qui vont offrir du marketing, de la communication, etc. Donc, je pense que ça, c'est des services qui se rajoutent en plus, moyennant peut-être des contrats avec le porteur de projet. Alors, on va passer au troisième axe de cette conférence qui concerne les risques pour les parties à l'opération et leur protection juridique. Et je vais m'adresser à Sylvain Alasser. Alors, je précise, et je crois que vous en convenez, que le risque zéro est incompatible avec la notion même d'investissement. Et la recherche du rendement, elle est toujours, je crois que c'est une règle, inversement proportionnelle au risque. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des risques propres au crowdfunding et comment le cadre juridique marocain a prévu disons, la protection des acteurs pour les prémunir justement contre les risques éventuels inhérents à ce type de financement. Merci Raja. Alors, je vais partager une présentation, si vous permettez. Voilà. Hop. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Juste avant de présenter, je voulais faire un petit rappel qui paraît évident pour nous, mais peut-être pas pour les personnes qui nous suivent.
on a parlé au début de sociétés de financement collaboratif, puis on a basculé sur les plateformes de financement collaboratif. Il ne faut pas perdre de vue qu'une plateforme, effectivement, comme il a été dit, c'est un site web, mais qui n'a pas de la personnalité morale. Donc, finalement, la plateforme n'est qu'un moyen qui est géré, ces moyens sont gérés par la société de financement collaboratif. Donc, c'est important. Donc, ce ne sont pas deux acteurs différents. La plateforme, effectivement, n'est qu'un actif au bilan des sociétés de financement collaboratif. Je voulais rappeler ce point qui peut être important. Je passe sur cette partie parce que tout a été dit, un jeu à trois parties. Et pour répondre à votre question, en quelques éléments introductifs, pourquoi effectivement on peut se poser la question, pourquoi faut-il protéger les contributeurs et les porteurs de projets? C'est une question qu'on peut se poser. Je dirais les éléments de réponse sont malgré tout assez simples et effectivement, tout simplement parce qu'effectivement on touche à l'épargne publique, c'était dit au début et dans la définition, c'est une collecte de fonds publics et à l'image de l'appel public à l'épargne qui est encadré, effectivement, le Maroc a fait aussi le choix de protéger l'épargne publique qui serait investie sur les projets portés par des plateformes. Donc, à partir de là, il y a aussi un risque financier, ça a été abordé, quand on est en tout cas dans la catégorie investissement, prise de participation, le contributeur, entre parenthèses l'associé ou l'actionnaire, peut perdre sa mise, donc il y a un risque financier. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se cacher. La réalité économique nous montre effectivement qu'il y a un certain nombre d'escroqueries sur les marchés. Et donc, là aussi, je pense que l'intérêt d'un cadre, c'est de protéger les porteurs de projets et les contributeurs, éventuellement de sommes qui pourraient s'évaporer, même si on a des établissements de teneurs de compte qui vont intervenir. Donc, je pense qu'il y a un besoin de protéger l'épargne publique. Et puis le deuxième élément, un petit peu à l'image, mais sous un autre regard, quels seraient les acteurs qui seraient en mesure de porter effectivement cette plateforme, d'investir dedans? Je pense que on peut aussi avoir un petit peu ce regard décalé. On peut croire, en tout cas, les porteurs de projets peuvent croire que j'arrive, j'ai mon idée qui est exceptionnelle, je toque à la porte effectivement d'une plateforme de financement collaboratif. Et puis, on peut croire que l'argent est facile. Donc, non, l'argent n'est pas facile et ce cadre-là vient aussi, je pense, protéger les contributeurs sur ce point. Donc, il y a vraiment un aspect de protection et je pense d'éducation. Alors, d'autres éléments en introduction sur ce sujet, sur la protection. Très souvent, effectivement, on a des textes de loi. Quand on arrive à la fin, on ne se rappelle pas de ce qu'il y a au début ou on ne comprend rien au texte. Et moi, je dirais que ce texte de loi est assez compréhensible si on prend le temps de le lire, d'une part. Et d'autre part, le législateur, et là, je félicite les équipes qui ont travaillé dessus, ont eu la volonté, c'était écrit dans plusieurs articles, de telle façon que en tout cas, que le règlement de gestion, les modalités opérationnelles des opérations sur les plateformes soient simples et claires. Donc ça, c'est un point important aussi qui va faciliter la compréhension du fonctionnement des plateformes. L'autre importance, c'est effectivement, on a une obligation d'information du public générale, donc sur ce qu'est le financement collaboratif, quels sont les risques, quelles sont les obligations. Donc ça, c'est des points qui sont posés de base. Ça a été évoqué sur l'éligibilité des projets. Les plateformes auront cette responsabilité de faire le choix des projets, ce qui me conduit à faire un petit mot tout à l'heure, ce qui a été dit par Mme Kabache sur effectivement la place des équipes. Les équipes, effectivement, des plateformes vont avoir une certaine responsabilité sur le choix des projets. Et donc là, les contributeurs ont aussi un travail, pas les contributeurs, les porteurs de projets ont aussi un travail de bien réfléchir à leur projet. Donc ça, c'est aussi un point important sur l'information du public et donc la protection des contributeurs. Et puis également sur les caractéristiques des projets sélectionnés. Ce n'est pas n'importe quel projet qui vont être pris, il y a un travail qui va être fait.
Sans rentrer dans tous les détails, on a un cadre de la loi. Il y a plusieurs articles qui permettent de dire oui, on a un cadre protecteur. Très rapidement, les choses ont été dites. Les sociétés de financement collaboratif elles vont être agréées par les autorités de contrôle. Il y a un règlement de gestion qui va être mis en place. La simplicité des procédures, je l'ai évoqué. On a des financements qui vont être limités. On a des montants maximums, mais des décrets vont pouvoir mettre des montants plus bas. On a interdit le démarchage financier, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sollicité, le contributeur ne sera pas sollicité avec le risque qu'ils disent OK, je finance, c'est un point important. On a un contrat de financement collaboratif, donc qui va venir définir les modalités de ces opérations. Alors moi, le contrat de financement collaboratif, c'est un vrai sujet pour moi parce qu'aujourd'hui, si je dis effectivement que le texte me semble assez clair, j'avoue que j'ai 3 points d'interrogation sur que sera ce contenu du contrat de financement collaboratif, notamment sur les opérations d'investissement. On pourra revenir sur ce sujet. On a un droit de rétractation du contributeur qui est donné par la loi, donc à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans la loi sur la protection du consommateur. Donc là, la possibilité pour un contributeur qui aurait décidé effectivement de financer une opération, de se rétracter. Alors là, par contre, effectivement, la loi ne précise pas le cadre et elle ne renvoie pas à un décret d'application. Donc, je dirais que dans ce cas-là, il faut renvoyer à la loi 3108 sur la protection du consommateur. Mais en tout cas, le droit de rétractation existe. On a des modalités de traitement des réclamations qui devront être aussi définies dans le règlement de gestion, qui me semble un élément important pour les contributeurs et les porteurs de projets, savoir à quelle porte on va sonner et comment on va essayer de trouver des solutions. Il y a des personnes qui ne pourront pas recourir au crowdfunding, donc on va encore peut-être sur des personnes qui sont en situation financière précaire, parce que ce que dit la loi. Donc, on voit qu'on vient protéger peut-être des contributeurs qui n'ont pas les capacités à financer. On a un établissement teneur de compte qui va intervenir, une sorte d'intermédiaire sur les flux financiers aussi bien entrants que sortants, avec les intérêts comme les dividendes. On l'espère tous. Il y a un commissaire aux comptes qui va être nommé. Et puis, je vais basculer sur les slides suivantes, sur une obligation d'information et de vigilance assez générale, qui est un point important. Alors, si on regarde, moi j'ai synthétisé les choses de la façon suivante. Donc, il y a une obligation de vérification par les sociétés de financement collaboratif avant la réalisation de l'opération de financement. Ça implique quoi? Ça implique vis-à-vis des contributeurs, effectivement, on va s'assurer de l'identité et des pouvoirs. Donc ça, c'est aussi une façon de protéger les porteurs de projets, comme quoi, effectivement, les contributeurs vont bien exister. Les contributeurs vont devoir s'assurer qu'effectivement, il y a une conformité de la documentation juridique, notamment pour les personnes morales qui vont contribuer. Les contributeurs devront avoir connaissance du règlement de gestion de la plateforme. Ils devront accepter les conditions de financement envisagées, leurs droits et leurs obligations. Ils devront effectivement accepter les risques relatifs au crowdfunding. Ils devront prendre connaissance du droit de rétractation et de ses modalités. Ils devront accepter la note de présentation du projet et des modalités de financement et de ses conséquences. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment une volonté du législateur que, comme on sera sur une plateforme, que le contributeur coche concrètement, effectivement, les bonnes cases. Donc, moi, je pense effectivement, sur ce cas-là, il y a vraiment une volonté de protéger le contributeur en cochant. Alors, effectivement, il y a toujours le risque qu'il coche trop rapidement, mais en tout cas, la loi, à mon sens, va donner les moyens aux contributeurs de se poser des questions. Et puis, la même chose sur les porteurs de projets. Et en même temps, ça va me permettre de répondre à une autre question qui a été posée. Effectivement, la loi prévoit, de la part des PFC ou des SFC, de mener une étude de faisabilité du projet, ainsi que sa valorisation, mais uniquement sur les opérations de catégorie investissement. Alors, il y a un principe qui est posé, et effectivement, il va y avoir une certaine responsabilité des PFC sur qu'est-ce qu'on entend par étude de faisabilité du projet, et puis la valorisation. Valorisation par rapport à quoi? C'est une vraie question. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait. Là encore, les porteurs de projet, il va falloir que la note de présentation du projet soit conforme, cohérente et claire avec les dispositions de la loi. La PFC doit s'assurer effectivement de l'identité du porteur de projet et de l'absence de condamnation des dirigeants. Tout à l'heure, je parlais d'escroquerie. La PFC va devoir s'assurer que la documentation juridique relative aux porteurs de projet personnes morales est cohérente.
l'acceptation aussi du règlement de gestion et des conditions de financement. Et là encore, le porteur de projet devra valider le fait qu'il connaît bien les modalités de fonctionnement du financement collaboratif qu'il recherche, notamment si c'est de l'investissement ou si c'est du prêt. Bon, le don, c'est un peu simple. Et si ces cases sont toutes cochées, le projet sera éligible. Et si les cases ne sont pas cochées, effectivement, la société de financement collaboratif aura une responsabilité de ne pas mettre le projet sur son site. Voilà. Après, on a des mesures qui sont prises postérieurement au financement. Alors, les choses ont été un petit peu évoquées. Alors, effectivement, à l'égard des contributeurs, la société de financement collaboratif aura effectivement une obligation de publier une situation périodique de suivi de l'opération de financement. Les contributeurs ont également la possibilité de saisir les autorités de contrôle chaque fois qu'ils estimeront que la société de financement collaboratif a manqué à ses obligations. Après, les autorités de contrôle, que ce soit la MMC ou la BAM, effectivement, sont libres de donner suite ou pas à ces saisines. Et puis, il y a une information périodique aussi des contributeurs par les porteurs de projets sur l'évolution du projet, la situation financière et les difficultés rencontrées. Donc, on voit que postérieurement aux opérations de financement, il y a un certain nombre d'informations qui vont être données, comme la possibilité pour le contributeur de saisir les autorités de contrôle. Et en parallèle, pour les porteurs de projets, les porteurs de projets, eux aussi, ont cette possibilité de saisir les autorités de contrôle s'ils estiment qu'il y a un manquement. Et là encore, la MMC ou BAM est libre de donner suite ou pas à la demande. S'agissant de l'affectation des fonds, je l'ai mis ici, mais c'est un élément important aussi sur la protection du porteur de projet et de s'assurer que les fonds sont bien destinés aux porteurs de projet, c'est que les fonds ne pourront pas être saisis par des créanciers et ils doivent être attribués exclusivement aux projets financiers. Et donc là, l'établissement de crédit, l'établissement teneur de compte a un rôle important à jouer, une responsabilité sur ce sujet. Donc ici, on a aussi, en tout cas sur le texte, une assurance que les fonds seront bien affectés au projet. Et puis pour terminer, il y a un dernier point qui a été évoqué par M. Esposito, c'est cette obligation d'information, ce rapport annuel par les plateformes des PFC qui sont gérées, et puis cette publication trimestrielle d'un indicateur de défaillance, effectivement, sur les 36 derniers mois. Alors, moi, je dirais, effectivement, je comprends la position par rapport à l'aspect investissement, mais si on est dans une logique d'information du public, je pense effectivement qu'il revient dans ce cas-là, effectivement, à la PFC, effectivement, de montrer au public qui viennent sur le site que malheureusement ou heureusement, que les opérations qu'il a mis en avant sur son site ont été de bonnes ou de moins bonnes opérations. Donc, je dirais que ce texte, il a plutôt pour moi une portée d'informer le public. Voilà ce que je voulais dire dans la présentation. Si je veux synthétiser et conclure sur les enjeux de cette protection, mais ça a été dit, je pense que l'objectif, c'est vraiment gagner la confiance des acteurs. C'est vraiment ancrer le crowdfunding dans le paysage du financement des projets et à partir de là, effectivement, démocratiser l'accès au financement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long sur le sujet. Merci beaucoup Sylvain Alasser pour cette présentation qui nous a donné une idée très claire et très concise sur le régime de protection mis en place par le législateur pour sécuriser l'outil, mais aussi pour préserver les intérêts, en particulier des contributeurs. Je voudrais peut-être m'adresser à Salma Kabesh, toujours au niveau des risques. On le sait, le porteur de projet expose son innovation à la foule, il la divulgue à plusieurs publics. N'y a-t-il pas, Salma Kabesh, là, un risque d'atteinte à la propriété intellectuelle? Et c'est un risque qui est d'autant plus, je dirais, important que la richesse d'une start-up, c'est son idée, cette richesse, elle est immatérielle, c'est le projet. Alors, c'est vrai que c'est un réflexe que beaucoup d'entrepreneurs ont et ils pensent tous que leur idée est unique, mais honnêtement, à part si la start-up est basée sur une technologie qui est vraiment unique
et dans ce cas-là, qui doivent faire l'objet d'une protection intellectuelle, on est souvent sur des idées que plusieurs personnes ont en même temps. Probablement des dizaines et des dizaines de personnes. Et je dirais en fait, la richesse la plus importante du startup, c'est pas son idée, mais c'est sa capacité à la déployer. Et à la déployer de manière optimale, je dirais, rapidement, et de la construire de manière adaptée avec son marché. Et donc, effectivement, ça, c'est un a priori qui existe beaucoup parmi les entrepreneurs au Maroc, qui était très, très fortement ancré il y a quelques années. Donc, nous, quand on a démarré, c'était vraiment un gros, gros sujet qui revenait souvent. Je pense que l'écosystème entrepreneurial marocain a pris de la maturité par rapport à ça. Et aujourd'hui, les gens sont conscients que finalement, ce qui est important, c'est la bonne exécution et le bon déploiement plutôt que vraiment l'idée de base qui de toute façon est certainement partagée par des dizaines, des centaines, des milliers d'autres personnes de par le monde. Oui, je confirme, puisque l'idée n'est pas protégeable ni par un brevet, ni par aucun titre de propriété intellectuelle. Effectivement, c'est pour cette raison-là. Alors, le temps presse, on va passer au dernier sujet qui va porter sur les perspectives de développement du crowdfunding au Maroc, sur les facteurs clés de succès de cet outil. Est-ce que je peux rester avec vous, Selma Khabbaj, peut-être un mot sur les conditions nécessaires pour faire émerger les startups et leur permettre peut-être de porter des projets encore plus innovants et surtout de se projeter loin et partir à l'international. Est-ce que déjà les startups marocaines sont dans est-ce qu'elles ont ce type d'ambition aujourd'hui? Si elles veulent être des startups, elles doivent avoir ce type d'ambition. En fait, si on se concentre uniquement sur le marché marocain, et d'ailleurs c'est le cas pour la plupart des marchés africains, à part potentiellement le cas du Nigeria et de l'Égypte, qui sont des gros marchés internes, on a besoin, les entrepreneurs ont besoin dès leur démarrage de se projeter dans une logique internationale et de travailler leur proposition de valeur pour être compétitifs sur un marché international. Parce que l'innovation, finalement, n'existe pas en silo dans chaque pays. Aujourd'hui, c'est très facile, à partir du Maroc, d'avoir accès à de l'innovation de partout dans le monde. Et de la même manière, les entrepreneurs marocains doivent travailler leur positionnement compétitif dans un marché international. Mais pour pouvoir faire ça, ils ont d'abord besoin d'être forts dans leur marché local et j'espère que cet outil du crowdfunding va venir donner plus d'opportunités aux entrepreneurs marocains qui aujourd'hui affrontent de grosses difficultés dans leur phase de lancement sur le marché et dans leur premier décollage commercial. Et vraiment cet outil-là, j'espère qu'il sera un accélérateur pour donner aux startups les moyens dont elles ont besoin pour réaliser leur succès sur le marché local avant de s'exporter sur le marché international. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des prérequis, c'est sûr que ça sera pas facile au démarrage. La notion de sensibilisation est extrêmement importante, sensibilisation des porteurs de projets, sensibilisation des gens qui vont utiliser cette plateforme pour financer ces projets-là. Il y a aussi, il va falloir être patient et être flexible aussi pour mettre en place les outils nécessaires pour apporter le soutien au décollage de cette activité. Potentiellement, il va falloir mobiliser des moyens publics pour soutenir ces plateformes dans les premières années. Et ça, j'espère que les autorités seront à l'écoute de cette réalité-là. On l'a vécu aussi dans le monde des incubateurs et des accélérateurs au Maroc, qui souvent ont été des initiatives portées par des
par des personnes privées en fait qui ont cru dans l'écosystème startup, mais qui aujourd'hui, faute de soutien, ont des grosses difficultés à pérenniser leur activité. J'espère que dans le cadre du crowdfunding, on va avoir l'émergence d'une prise de conscience du besoin de soutenir ces acteurs-là et l'écosystème startup de manière générale. Il y a un appel très fort destiné au pouvoir public. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Alors, je m'adresse à vous, Emmanuel Exposito, sur le même registre. Pour vous, que faut-il faire pour accompagner de manière efficace la croissance et peut-être même l'hypercroissance des startups? Est-ce que l'environnement financier, réglementaire, l'environnement business d'une manière générale est aujourd'hui propice pour donner lieu à des pépites, à des stars dans le secteur des startups? Est-ce que vous me donnez peut-être le mauvais rôle? Je pense que Salma a pu enrober les choses. Emmanuel, j'ai démarré, vas-y, tu peux continuer. Salma a enrobé les choses d'une bonne manière. Effectivement, sensibiliser, c'est essentiel. Qu'il y ait réellement, mais alors c'est pas que pour le crowdfunding, c'est réellement pour l'écosystème startup en général au Maroc, qu'il y ait un investissement massif dans ce secteur pour que le Maroc soit un pays innovant, hein, c'est important. Oui, c'est essentiel. On a besoin aussi, faut pas l'oublier, c'est que c'est sur le web, hein, c'est de l'internet, donc il faut des infrastructures fibre optique, 4G, 5G qui fonctionnent sur tout le royaume pour pouvoir effectivement permettre à tout citoyen, citoyenne de contribuer à des projets. Voilà, je pense que les enjeux sont là. Je voudrais revenir sur un petit point, hein, c'est qu'on a parlé de business angels ou d'investisseurs providentiels dans le texte de loi. Il n'y a pas de statut aujourd'hui de business angels au Maroc. Il est où le statut? On peut classifier effectivement des niveaux de revenus et puis comment dirais-je, des plafonds d'investissement. Mais s'il n'y a pas cette notion de business angel, ce statut tel qu'il existe dans le texte de loi, donc ça c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler assez rapidement. Effectivement, en Angleterre, vous avez un certain nombre, en fonction des revenus des citoyens et des citoyennes britanniques, vous avez la possibilité d'investir des sommes plus ou moins importantes sur les plateformes de crowdfunding en général dans les activités d'investissement. C'est pas le cas au Maroc, c'est un flou effectivement. Et puis je reviens sur les dérogations fiscales, c'est important aussi que l'on mette en place ce modèle-là. Encore une fois pour l'écosystème en général, pas que pour la plateforme, pas que pour les contributeurs de plateformes de crowdfunding, mais pour l'écosystème en général, c'est important qu'il y ait ces dérogations fiscales simples à utiliser. Et puis, d'un point de vue plus global, passons d'une économie de la rente à une économie de la vie. Hein, j'aime bien, c'est le terme de Jacques Attali, c'est de travailler sur des secteurs qui sont porteurs en Afrique, que ce soit la santé, l'éducation, l'écologie, l'agriculture, pour utiliser des termes communs, hein, l'agritech, la medtech, etc., etc. C'est essentiel. Voilà. Passons dans une économie de la vie et pour ça, et de l'innovation, et pour ça, il faut mettre des moyens. Et au-delà de notre petite conférence sur le crowdfunding, c'est des moyens sur tout l'écosystème qu'il faut mettre en place. Tout à fait. Voilà. Si j'ai pas été trop méchant. Oui, très bien. Alors, je vais peut-être donner la parole à Zakaria Nachid. Je vois plus son nom sur la plateforme. Non, je suis là. Excusez-moi. Alors, peut-être une dernière question qui a un lien avec ce que vient de développer Selma et Emmanuel tout à l'heure. Est-ce que, d'après vous, le crowdfunding aujourd'hui a vocation à s'inscrire durablement dans l'offre de financement aux entreprises et comment le Maroc, d'après vous, compte développer le potentiel de financement participatif et surtout développer dans la pérennité le secteur du crowdfunding? Je pense que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'idées intéressantes ils sont mises sur la table, que ce soit par Sima ou par Emmanuel. Donc l'idée aujourd'hui, on est en train
de mettre en place un nouveau instrument qui devrait se greffer dans un écosystème. Et je pense, ce qui a été dit, l'instrument de crowdfunding, il n'a pas vocation à survivre de lui-même. Donc, il doit se développer dans un écosystème et il s'agit de créer des ingrédients de réussite. Donc, toutes les idées de soutien, c'est fort intéressant par rapport à une activité en démarrage. Donc, bien sûr, donc, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est par rapport à d'autres instruments financiers, c'est ce qui a été mis en place. Aussi, il s'agit de développer tout l'écosystème en parallèle, des avocats, des structures d'accompagnement, pour justement réussir tout ce deal flow, tout ce pipeline de projets et pour avoir un développement, je dirais, d'ensemble. Euh, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on n'est pas aligné tout à fait. On parle dès le départ de la fiscalité. C'est vrai, les autres modèles, les autres pays, ils ont développé de la fiscalité pour encourager, pour inciter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un avis personnel, il y a des choses peut-être à développer dans ce sens-là. Mais tout d'abord, il faut démontrer la pertinence du modèle parce que est-ce que directement à travers l'infusion de l'incitation fiscale, on va réussir le développement de l'instrument. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre incitation fiscale, entre en quelque sorte développement de l'instrument en lui-même, c'est-à-dire valider le business model. Je vois que Emmanuel peut-être il va réagir sur ce point. Je suis pas en train de dire une position, mais plutôt on est en train de partager des donc, je partage que dans l'OCDE, on dit est-ce que, c'est-à-dire sur le plan macroéconomique, est-ce que les incitations fiscales, ils ont contribué à la croissance économique? Donc, il y a tout un débat sur ce volet-là, à travers des études empiriques, à travers des databases, des mégabases de données qui démontrent. Il n'y a pas d'uniformité sur ça, il y a je dirais, des points de vue. Donc, pour conclure, peut-être aujourd'hui, on est à une étape de mise en place de l'instrument. Il ne peut réussir que dans le cadre d'un dialogue, que ce soit du secteur privé, qui est un acteur majeur pour porter, je dirais, cet instrument à travers son expertise et de développer des modèles. Je ne vais pas revenir dans toutes les idées, ils ont été dites. Un soutien, en quelque sorte, pour assurer l'amorçage de cette activité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'objectif. On est dans la sensibilisation. Je pense que ces séances de vulgarisation, ils sont très importantes. Déjà pour démystifier, disséminer l'idée et aussi attirer le plus grand public. Parce que nous, on est une petite communauté, il faut élargir cette communauté. Il faut que tout le monde soit conscient, parce que c'est ça l'objectif du crowdfunding. Il faut qu'il touche la plus grande foule, il faut qu'il soit sensibilisé. Et tout ce qui a été présenté par Sylvain sur la protection, sur la confiance, je pense que c'est ça qui a été l'un des objectifs de la loi, c'est d'instaurer cette confiance pour attirer des contributeurs. Parce que le modèle, il y a deux acteurs, il y a les contributeurs et les porteurs de projets. Il faut attirer le maximum de contributeurs et instaurer la confiance. Il faut des projets, un deal flow assez pertinent qui permettrait de confronter cette offre et demande. Et là, c'est tout le challenge pour les prochains mois et je dirais pour les prochaines années pour le développement de cet instrument. Et merci encore une fois pour l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit de la discussion avec les collègues et des questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Zakaria. Sylvain, peut-être un complément par rapport aux perspectives de développement du secteur du crowdfunding? Oui, alors je vais être un petit peu mauvais augure, parce que je pense que c'est important. Alors moi, je pense qu'il y a 3 facteurs d'échec. C'est important aussi de voir un petit peu la part sombre du crowdfunding, enfin des facteurs d'échec. Alors les 3 que je vois, un premier a été dit, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'on ait une communication, ça a été dit redit sur le crowdfunding, auprès notamment des porteurs de projets, des contributeurs. Donc vraiment un travail d'explication important. Et si ce travail ne se fait pas, la confiance ne se fera pas. Le deuxième facteur d'échec que je vois, c'est des contraintes dans les textes réglementaires qui viendraient un petit peu saper. Pour moi, c'était quand même un texte de loi qui me semble bien équilibré, pas trop contraignant,
je dirais juste ce qu'il faut. Et si on a dans les textes réglementaires, on a des contraintes, ça peut venir un petit peu saper les choses. Et puis, le troisième, mais qui me semble peut-être le plus important, c'est lié à la digitalisation. Je m'explique. Ça a été dit tout à l'heure. On est sur des plateformes, on est sur l'Internet. Donc, au-delà de l'aspect effectivement des infrastructures, il ne faut pas oublier, je l'avais dit au début, c'est que le crowdfunding ne s'adresse pas non pas à un projet qui est situé à Casa, un projet qui est situé à Tanger. L'objectif, effectivement, c'est que tous les citoyens du monde puissent effectivement se connecter sur une plateforme, sur un projet, quelle que soit sa localisation. Donc, si aujourd'hui, on sait très bien encore au Maroc, on est dans une logique du papier, même si effectivement on a une transformation digitale qui se fait, il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on veut créer sa société, quand on fait une augmentation de capital, on passe par le papier. Donc, la difficulté que j'ai, c'est pour une opération de financement, d'investissement, comment on va arriver pour des contributeurs qui seraient éparpillés partout au Maroc, je n'évoque même pas l'étranger, si on n'a pas une forme dématérialisée, ça risque d'être un petit peu compliqué, effectivement, que tout le monde puisse contribuer, à moins que les coursiers se dispatchent partout sur le Maroc. Donc, j'ai un souci avec ce sujet-là. Donc, je vois que M. Esposito a envie de réagir. Donc, voilà, je vais laisser la parole. Juste sur ce point-là, aujourd'hui, il y a la signature électronique qui existe et qui permet effectivement de signer en ligne ce type de document. Alors, oui, la signature électronique, effectivement, existe. Donc, pas de souci sur le prêt. Mais quand vous déposez au tribunal, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que le tribunal de commerce accepte des signatures électroniques sur des documents. Voilà, j'ai un doute sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, tout n'est pas parfait là-dessus. Mais je crois que vous pouvez venir avec un support numérique et déposer la création de vos structures au tribunal au CRI de la région. Et en théorie, je dis bien. En pratique, en théorie, voilà. Parce qu'en pratique, je peux vous assurer que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. D'accord. Okay. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je n'ai pas pu l'expérimenter. Bon, voilà, c'était pour terminer sur ça. Merci Sylvain. Si vous permettez, Madame, Messieurs, on va prendre quelques minutes pour répondre peut-être aux questions qui nous sont posées. On n'a pas beaucoup. Alors, une question de Bouchra sur la limite des 10 millions de dirhams. Elle nous dit, est-ce que c'est pour le contributeur ou le porteur de projet? Moi, j'ai compris que c'était 10 millions de dirhams par projet, par année. C'est bien ça? Alors, c'est 10 millions de dirhams pour les personnes physiques, maximum. Ouais. Mais effectivement, comme l'a dit Zakaria, le décret peut prévoir un montant inférieur. Et les 20 millions de dirhams, ça concerne le projet en lui-même. Donc, on a deux montants. Ah, ça a changé alors. Dans la loi, on a dit c'est 20 millions, effectivement. Effectivement, pour compléter ce que vient de dire Sylvain, effectivement, il y a deux genres de limites. Il y a une limite par projet, les 10 millions par année, et les 20 millions par projet dans sa globalité. Et il y a des limites qui vont être fixées par voie réglementaire par contributeur. Et donc, il y a deux ce type de limites. La limite au niveau du projet lui-même et les limites qui vont être pour les personnes physiques, pour les contributions individualisées. Ça va être par projet et par année, tel que c'est prévu par la loi. Et pour le prêt, les taux d'intérêt, ils sont fixés comment? Ils sont fixés librement, mais ils ne doivent pas dépasser un plafond qui devrait être fixé par la Banque centrale. Pardon, allez-y, Emmanuel. Oui, j'avais une question sur ce sujet-là. Donc, si j'ai bien compris, c'est 10 millions par campagne, le plafond, mais ça doit aller jusqu'à 20 millions. Mais imaginons qu'une start-up veuille lever 10 millions sur une plateforme et qu'il a levé 10 autres millions sur une autre plateforme. Voilà. Qu'il fasse deux levées, mais sur deux plateformes différentes. Comment on fait? Alors, la loi, je pars sous le contrôle de M. Zakaria, la loi interdit à un porteur de projet de mettre son projet sur différentes plateformes. Non, différentes en même temps. En même temps. Sur 3 exercices, on peut tout à fait le faire. Ah ben Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, peut-être effectivement qu'il y a un blanc dans la loi et il y aura peut-être un travail effectivement au niveau des PFC de suivi de ces choses-là.
c'est possible, effectivement. D'où effectivement ma remarque sur le fait qu'il n'y a pas de suivi dès que l'opération est finalisée, en termes d'investissement en tout cas. Mais c'est juste mon avis. Et autre question, précision sur les points importants pour l'acceptation du projet. Alors, je pense que la personne voulait des précisions sur les critères d'acceptation des projets, c'est-à-dire sur comment les projets sont sélectionnés. Je ne sais pas qui peut répondre. Ça va dépendre des plateformes, tout simplement. Comme chaque incubateur ou accélérateur a sa phase de sélection, ces phases de sélection, chaque plateforme proposera un modèle qui sera déposé auprès des régulateurs, que ce soit la Banque centrale ou la MMC. À mon sens, c'est ce que je pense, ce qui me paraît le plus. Non, mais c'est effectivement ça, et c'est là où il y a un souci de responsabilité enfin, en tout cas, c'est une interrogation qu'il faut se poser pour les plateformes. Effectivement, elles vont avoir la responsabilité de valider ou pas le projet, pour qu'il soit effectivement publié ou pas sur la plateforme. Donc, il va y avoir effectivement un rôle important des équipes qui vont se positionner, en tout cas dans la catégorie investissement, peut-être prêt également, sur ce travail-là. Si effectivement il y a un projet qui est validé, qui au final, le projet ne tient pas la route, quelle sera effectivement la réaction des contributeurs? Est-ce qu'ils vont dire, bon, je me suis fait avoir, en fait, c'était un mauvais projet, ou est-ce qu'ils vont dire, effectivement, la plateforme n'a pas fait son travail? Donc ici, il y a un souci de responsabilité important des futures plateformes. Alors attention, je finis juste sur ça. Attention, le processus de levée de fonds sur une plateforme, il est souvent en deux phases. Il y a une campagne, mais qui n'est pas menée par la plateforme, qui est menée par l'entrepreneur, par le porteur de projet en général, qui fait de la pub comme il ferait sur Facebook ou sur LinkedIn, enfin sur les différents réseaux sociaux. Et c'est lui qui a la responsabilité de porter son projet et de le présenter correctement. Et ensuite, il y a effectivement les opérations de levée de fonds. Mais ce n'est pas la plateforme qui va… À la limite, moi, je donnerais la chance à tout le monde. Chaque entrepreneur aurait le droit de faire campagne et de vendre son projet. Après, les contributeurs, les membres de la plateforme ont le droit d'investir ou pas investir, enfin de contribuer ou pas contribuer. C'est un modèle beaucoup plus direct, mais ce n'est pas la responsabilité de la plateforme de dire toi, ton projet, il est bien, soit ton projet, il est nul. Enfin, ça me semble pas. Je pense c'est aussi un modèle qui doit donner la chance à chaque entrepreneur de pouvoir porter son projet le mieux possible. Et c'est une campagne qui ne doit pas responsabiliser les plateformes parce que là, c'est l'échec assuré. Quelle plateforme, quelle société va vouloir gérer ce type de plateforme si à chaque fois qu'un projet échoue, on lui tombe dessus en l'accusant d'avoir induit les contributeurs en erreur. C'est pas le principe. Vraiment, la plateforme met en relation directe et c'est tout le principe et tout l'intérêt justement du crowdfunding. Après, ça rentre. Après, j'imagine que les plateformes font de toute façon une forme de sélection de projets parce que ça rentre dans disons, dans leur proposition de valeur et dans leur positionnement compétitif de mettre en avant des indicateurs intéressants de réussite sur les différentes campagnes qui ont été menées à travers leur plateforme parce que ça indique qu'elles maîtrisent le processus finalement et qu'elles ont une communauté dynamique, etc. Mais ça reste de l'ordre de l'avantage compétitif ou de la proposition de valeur et pas de la responsabilité. Bien, merci. La question, pardon Raja, je pense que la question, elle doit être posée. Il ne faut pas perdre de vue, et c'est la première fois en tout cas où au Maroc, on crée un statut d'intermédiaire à travers une plateforme. Et on doit se poser la question, quel que soit là on est sur le crowdfunding, mais on doit se poser la question effectivement de la responsabilité d'une plateforme dans la mise en relation de parties. C'est un point important qu'il ne faut pas éluder.
et qui méritent d'être approfondies de toute façon. Enfin, moi, en tant que juriste, je dirais un sujet à étudier quand on veut se positionner en tant que plateforme, en tant que société de financement collaboratif. Alors, si vous permettez, il y a Zakaria Nachid qui demande la parole depuis tout à l'heure. Allez-y, monsieur Nachid. Effectivement, juste par rapport à ce débat d'éligibilité, peut-être je vais répondre en deux temps. Le benchmark et par la suite les dispositions de la loi. Donc, le benchmark, il dit donc il y a différents types de plateformes. Il y a même des plateformes qui n'ouvrent pas les projets, ils l'ouvrent à une, je dirais, à une population restreinte des contributeurs. C'est-à-dire, les projets qu'elle a, c'est sa valeur, c'est en quelque sorte son trésor. Elle ne l'ouvre pas à tout le monde, elle l'ouvre par étapes. Il faut être enregistré tout d'abord dans la plateforme. Il faut avoir, elle fait un process même de sélection des contributeurs. Et donc déjà, en disant cela, déjà les projets qui vont être présentés dans la plateforme, et là peut-être que je vais revenir à la remarque de Sylvain sur la responsabilité de la société de financement collaboratif, elle n'a pas un objectif de résultat, elle n'a qu'un objectif de moyen. C'est-à-dire, elle ne va pas être responsable du succès du projet. Mais par contre, il a une responsabilité de due diligence, de vérifier un certain nombre de critères et de s'assurer, de checker que c'est bon. Mais à aucun moment, elle n'a une obligation de dire je suis responsable que le porteur de projet X, que son projet, il va réussir. Ce modèle, j'imagine, il ne va pas fonctionner nulle part ailleurs parce que c'est une responsabilité très forte qui va au-delà de la capacité de la société de financement collaboratif. La deuxième idée, elle m'a échappé. Peut-être je vais revenir. De toute façon, nous avons encore une question qui est restée sans réponse. Elle a trait, non, elle a trait à la responsabilité. Je pense qu'on vient de l'aborder, la responsabilité de la plateforme. Et je pense que la qualification qu'a donnée Emmanuel tout à fait au début, en disant la plateforme, c'est une marketplace, je pense que ça résume un petit peu la problématique de la responsabilité. On est dans la mise en relation, bien sûr, avec peut-être comme mesure de précaution un certain nombre d'obligations mises à la charge de la plateforme, mais simplement pour protéger notamment les investisseurs novices. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si la loi a fait la différence entre des investisseurs professionnels et des investisseurs moins connaisseurs du domaine, certainement. OK. Alors, Raja, je ne veux pas conclure sur le sujet, mais je reste sur l'aspect responsabilité. Il y a un article, donc, qui est l'article 39, pour ceux qui sont intéressés par la question de la responsabilité, peuvent aller le voir, qui traite bien effectivement de la responsabilité des sociétés de financement collaboratif. Donc, effectivement, ce qu'a dit Zachary est intéressant entre la distinction obligation de moyens et obligation de résultat. C'est une discussion de juriste, je ne vais pas aller plus loin. Mais on a en tout cas une disposition dans la loi qui traite de la responsabilité. Donc, pour ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas éluder. Bien, Juste une petite question. Est-ce qu'une banque qui prête de l'argent à une entreprise a une responsabilité sur le développement de l'entreprise? À ma connaissance. Hein. Je sens la question piège. La banque, je parle sous le contrôle notamment de Zakaria Nachid, elle a notamment l'obligation dite de KYC, Know Your Customer. Oui. Elle doit avoir un minimum d'informations. On est dans la due diligence, en fait. Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation de bénéfice. Ça n'aurait pas de sens, d'ailleurs. Ça n'aurait pas de sens. Parce qu'elle n'a pas la main sur toute l'activité de son client. Alors pourquoi nous le demander et pourquoi on ne leur demande pas et nous demander à des plateformes de crowdfunding? Il faut faire attention, et je reviens sur les notions d'escroquerie qui ont été évoquées. On n'a pas attendu le crowdfunding, enfin les escrocs n'ont pas attendu le crowdfunding pour pouvoir escroquer des gens. Hein, je ne sais plus combien il y a de milliards de dollars qui sont blanchis chaque année par les banques, notamment par centaines. Bon, pardon. On n'a pas attendu le crowdfunding pour faire ce genre de choses, tout comme on n'a pas attendu la blockchain pour qu'il y ait des escrocs. Donc, on est en 2021, on est au XXIe siècle, il faut vivre aussi avec ces modèles, ces nouveaux modèles qui sont présents maintenant depuis pas mal d'années sur d'autres continents et qu'il faut mettre en place ici, mais de manière effectivement dans un cadre de travail tout à fait réglementaire, monsieur. Écoutez, le temps
le temps passe vite, hein, et nous arrivons au terme de cette conférence. Je tiens à vous remercier, Madame, Messieurs, pour votre participation, pour votre patience et pour la qualité de vos réponses à nos questions. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui nous ont suivis en ligne. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Raja. Au revoir. Bonne soirée à tous.